Salut tout le monde, ça va? Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des dernières nouvelles qui secouent la présidence de Trump. Des informations qui peuvent complètement changer le cours de son mandat lui sont parvenues, et les effets commencent déjà à se faire sentir. Si vous voulez toujours rester au courant des principales actualités politiques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications. Comme ça, vous ne raterez aucune de nos vidéos. On commence. Donald Trump se tenait devant un groupe de journalistes à la Maison-Blanche. Les questions s'accumulaient à propos de son absence à Paris, où la coalition of the Willing discutait de la sécurité de l'Europe de l'Est. Trump semblait perdu. Les mots arrivaient trop vite et il ne parvenait pas à formuler une réponse claire. Alors Melania se pencha discrètement à son oreille et murmura quelque chose. Avec un sourire confus, il répéta ce qu'elle avait dit en essayant de paraître assuré. Mais les journalistes remarquèrent la scène et l'image devint virale en quelques minutes. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, Trump publiait de vieilles photos avec Vladimir Poutine. C'étaient toujours les mêmes images, une poignée de mains rigides, un sourire forcé, des légendes exagérées sur une soi-disant véritable amitié. Les publications se répétaient tellement que les internautes commencèrent à ironiser en surnommant le compte officiel du président album de Poutine. La situation devint encore plus étrange quand Steve Witko, le nouveau conseiller de Trump pour les affaires internationales, se rendit à Paris pour représenter les États-Unis. Pendant la réunion, au lieu de dialoguer, Witko attaqua durement les alliés européens en les accusant de faiblesse face à la Russie. Au milieu de la confusion, il se leva et quitta brusquement la rencontre. Ce geste laissa les représentants européens perplexes et indignés. Sans Trump présent, des dirigeants comme Emmanuel Macron, Olaf Scholz et même Volodymyr Zelensky durent appeler directement Washington. Ils voulaient savoir si les États-Unis restaient engagés pour la sécurité de la région ou s'ils cédaient réellement de l'espace à l'influence russe. Trump répondit à certains appels, mais ses réponses vagues et remplies de phrases courtes ne firent qu'augmenter l'inquiétude. Quelques jours plus tard, la confirmation arriva. Trump avait accepté les sanctions imposées par la Russie, ce qui surprit à la fois les alliés et les opposants. Peu après, il annonça des coupes importantes dans les fonds destinés à la sécurité de l'Europe de l'Est. Cette décision mit les pays baltes et la Pologne en état d'alerte, craignant de rester exposés aux pressions de Moscou sans le soutien solide des États-Unis. La presse internationale réagit immédiatement. Les titres soulignaient l'affaiblissement du leadership américain et la reddition de Washington face à la Russie. Aux États-Unis, les critiques comparaient cette attitude à une capitulation qui salissait des décennies de politique étrangère fondée sur des alliances solides. Melania, dans des conversations privées, aurait exprimé son inquiétude. Des proches rapportèrent qu'elle essayait de conseiller son mari à être plus prudent lors de ses apparitions publiques. Cependant, Trump semblait plus intéressé à défendre son image en ligne en publiant des phrases courtes et des démonstrations de loyauté envers Poutine qu'à reconstruire des ponts avec les dirigeants occidentaux. La tension augmentait chaque jour. En coulisses, des diplomates européens parlaient déjà de créer de nouvelles formes de coopération sans compter sur Washington. Pour eux, l'instabilité de la présidence Trump mettait en danger la sécurité collective. Zelensky, en particulier, montra sa frustration. Dans un discours télévisé, il affirma que l'Ukraine ne pouvait pas attendre les indécisions de la Maison-Blanche. Dans ce contexte émergeait une question inévitable: si les États-Unis renonçaient à leur rôle de leader mondial, qui occuperait cet espace? La Russie avançait déjà dans ses intérêts et la Chine se présentait comme une alternative dans les négociations commerciales et militaires. Alors que Trump s'efforçait de maintenir une image de force devant les caméras, la réalité internationale montrait le contraire: les États-Unis étaient de plus en plus isolés. Et ce n'était que le début de la tempête qui s'annonçait. La popularité de Donald Trump connaissait une chute brutale. Dans presque toutes les enquêtes d'opinion, ses taux d'approbation reculaient semaine après semaine. Les Américains se montraient de plus en plus sceptiques face à sa gestion et aux polémiques qui entouraient sa présidence. Les analystes rappelaient qu'aucun président en exercice n'avait enregistré une telle baisse aussi rapide depuis plusieurs décennies. Dans ce climat, Gavin Newsom, gouverneur de Californie et figure montante du Parti démocrate, gagnait en visibilité. Charismatique et habile à communiquer, il apparaissait de plus en plus comme une alternative crédible au leadership de Trump.
Les sondages nationaux indiquaient que Newsom surpassait même les républicains les plus en vue. Pour beaucoup d'Américains, il incarnait un style politique moderne, pragmatique et tourné vers l'avenir, en contraste avec les discours répétitifs de Trump. Les résultats d'une enquête YouGov en partenariat avec You firent l'effet d'une bombe. Selon les chiffres, Gavin Newsom l'emporterait largement contre J.D. Vance, le vice-président, avec 49% des intentions de vote contre 41%. Plus frappant encore, même face à Trump lui-même, Newsom s'imposerait par la même marge. Cette perspective inquiétait les stratèges républicains qui redoutaient une défaite historique. Dans les cercles politiques de Washington, une autre question s'ajoutait aux sondages défavorables. La Constitution américaine imposait des limites strictes sur le nombre de mandats présidentiels. Or Trump, en insistant pour se représenter malgré son parcours tumultueux, se heurtait à ces obstacles juridiques. Certains de ses partisans évoquaient des réformes pour prolonger son pouvoir, tandis que des critiques accusaient le président de nourrir des ambitions autoritaires. Ces soupçons d'intention dictatoriale devenaient un sujet de débat constant dans les médias. Les éditorialistes rappelaient les déclarations de Trump où il affirmait vouloir rester au pouvoir aussi longtemps que nécessaire pour sauver l'Amérique. Ses adversaires répondaient qu'il s'agissait d'un langage dangereux, qui fragilisait la démocratie. Pour le grand public, ces propos alimentaient une atmosphère d'incertitude et d'instabilité. Dans les rues, le mécontentement était palpable. Des manifestations pacifiques s'organisaient dans plusieurs villes, certaines arborant des pancartes qui comparaient Trump à des dirigeants autoritaires étrangers. Les slogans reflétaient la peur d'un pays qui se dirigeait vers une crise institutionnelle. Sur les réseaux sociaux, les débats faisaient rage. Les partisans les plus fidèles défendaient le président en répétant que les sondages étaient truqués, tandis que ses opposants voyaient dans les chiffres la preuve d'un rejet massif. Melania, quant à elle, restait en retrait mais son silence intriguait les observateurs. Certains y voyaient un signe de désaccord discret avec les orientations politiques de son mari. Dans les cercles diplomatiques, on murmurait qu'elle cherchait à convaincre Trump d'adopter un ton plus modéré pour rassurer la population, mais sans succès visible. Pendant ce temps, les démocrates se préparaient. Newsom multipliait les déplacements et rencontrait des groupes d'électeurs désabusés par la flambée des prix et les tensions diplomatiques. Sa popularité croissante représentait une menace directe pour l'avenir politique de Trump. Des figures influentes du Parti démocrate commençaient déjà à le soutenir ouvertement, voyant en lui l'homme capable de rassembler une coalition large et dynamique. Alors que les courbes des sondages continuaient de diverger entre Trump et Newsom, une question commençait à dominer l'opinion publique. L'économie américaine traversait une période d'inquiétude grandissante. Dans les sondages, 64% des citoyens affirmaient que les prix continuaient à grimper. Seulement 7% pensaient que les prix baissaient, un chiffre presque dérisoire. L'opinion publique montrait un pessimisme persistant, 67% des personnes interrogées s'attendaient à ce que les prix augmentent encore dans les mois à venir. Ce climat pesait lourdement sur l'administration Trump. Le président tentait de minimiser la situation lors de ses interventions, répétant que l'Amérique connaissait une croissance solide et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Pourtant, les données officielles contredisaient son discours. En août, le pays n'avait créé que 1494 nouveaux emplois, le plus faible chiffre depuis 2009, une année encore marquée par la crise financière mondiale. Les licenciements massifs accentuaient l'angoisse. Selon les chiffres publiés, les entreprises avaient supprimé 85 979 postes en un mois, soit une hausse de 39% par rapport à la période précédente. Ces coupes touchaient des secteurs variés, allant de la technologie aux services publics, renforçant l'impression d'un ralentissement généralisé. Le marché immobilier révélait aussi un déséquilibre profond. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, le nombre de vendeurs dépassait celui des acheteurs de plus de 500 000 unités. Les familles qui espéraient vendre leur maison se retrouvaient piégées, incapables de trouver des acquéreurs à des prix raisonnables. Les jeunes ménages, de leur côté, se plaignaient de ne pas pouvoir accéder à la propriété, étranglés par des taux d'intérêt élevés et des salaires stagnants. Face à ces signaux alarmants, les économistes appelaient à une action rapide. Certains demandaient un plan de relance ciblé, d'autres plaidaient pour une réduction des tarifs commerciaux qui alourdissaient le coût des importations. Mais Trump restait inflexible.
Dans ses discours, il répétait que la politique économique suivie était la meilleure pour l'Amérique et que les critiques provenaient uniquement d'opposants politiques. Cette attitude renforçait la méfiance. Dans les médias, des experts rappelaient que la confiance des consommateurs constituait l'un des piliers de la croissance américaine. Or cette confiance s'effritait à mesure que les ménages voyaient leur pouvoir d'achat s'éroder. Les témoignages se multipliaient à la télévision nationale. Une mère de famille expliquait qu'elle devait désormais choisir entre remplir son réfrigérateur ou payer les factures d'électricité. Un jeune travailleur racontait qu'il cumulait 2 emplois pour couvrir son loyer et ses études. Dans ce contexte tendu, les adversaires politiques de Trump trouvaient un terrain fertile pour critiquer sa gestion. Gavin Newsom, lors d'un déplacement dans le Midwest, déclarait que l'économie américaine avait besoin d'une direction stable et réaliste. Ces paroles résonnaient auprès de nombreux électeurs fatigués des promesses non tenues. La pression internationale venait s'ajouter à ces difficultés internes. Les investisseurs étrangers observaient avec inquiétude la situation américaine. Certains commençaient déjà à déplacer leurs capitaux vers des marchés jugés plus sûrs, provoquant une volatilité accrue à Wall Street. Les grandes entreprises réagissaient en réduisant leurs projets d'expansion, préférant attendre une amélioration des perspectives. À la Maison-Blanche, l'ambiance devenait pesante. Les conseillers économiques multipliaient les réunions de crise mais peinaient à convaincre Trump d'adapter sa stratégie. Le président restait persuadé que l'économie finirait par se redresser d'elle-même. Cependant, chaque nouveau rapport statistique semblait confirmer l'inverse. La frustration grandissait aussi parmi les Américains ordinaires. Pour beaucoup, le rêve d'une prospérité stable semblait s'éloigner. Les conversations dans les cafés et les bureaux tournaient autour de la même question. Combien de temps encore faudrait-il supporter cette incertitude économique ? La santé publique aux États-Unis connaissait une crise profonde. Selon les sondages, 74% des Américains réclamaient un accès plus large et plus simple aux vaccins. Pourtant, le système semblait reculer. Les politiques menées par l'administration Trump, influencées par des voix anti-vaccins comme Robert F. Kennedy Jr. Provoquaient de vives critiques. Dans plusieurs États, des campagnes de vaccination avaient été réduites, laissant des communautés entières vulnérables face à des maladies que l'on croyait maîtrisées. Les conséquences se faisaient sentir rapidement. Les hôpitaux rapportaient des cas de poliomyélite, de rougeole et d'oreillons dans des régions où ces maladies avaient disparu depuis des décennies. Les médecins lançaient des alertes publiques, insistant sur le danger que représentait cette négligence. Mais à Washington, la réponse restait faible. Le discours officiel minimisait les inquiétudes, affirmant que les Américains devaient avoir la liberté de choisir, même si ce choix mettait en péril la santé collective. La situation au sein du Centers for Disease Control and Prevention reflétait aussi ce malaise. Des démissions en masse frappaient l'institution. De nombreux experts, frustrés par le manque de moyens et les interférences politiques, quittaient leur poste. Des chercheurs expérimentés affirmaient ne plus pouvoir travailler dans un climat où la science passait au second plan. Cette perte de compétences affaiblissait gravement la capacité de réaction face aux épidémies. Dans les rues, les critiques se multipliaient. Des associations de parents, des médecins de famille et même des responsables locaux dénonçaient la détérioration du système de santé publique. Ils rappelaient que les vaccins n'étaient pas seulement une question individuelle mais un rempart collectif contre des maladies dangereuses. L'opinion publique se divisait. Une majorité exigeait un retour à des politiques de prévention rigoureuses, tandis qu'une minorité bruyante défendait les positions anti-vaccins en les présentant comme une forme de résistance à l'autorité fédérale. Les médias nationaux consacraient des reportages entiers à ces tensions. Des familles témoignaient de leurs difficultés à obtenir des doses de vaccins de base pour leurs enfants. Dans certaines cliniques rurales, les stocks étaient tellement limités que les patients devaient parcourir des centaines de kilomètres pour recevoir une injection. Les images de files d'attente interminables faisaient le tour des chaînes de télévision. Au Congrès, l'opposition tentait de pousser des projets de loi pour renforcer l'approvisionnement et la distribution des vaccins. Mais les initiatives se heurtaient à la majorité républicaine, soucieuse de ne pas contredire la ligne présidentielle. Le débat devenait alors idéologique, opposant liberté individuelle et responsabilité collective. Ce conflit paralysait les efforts de réforme et laissait le système s'enfoncer dans l'inefficacité. Pendant ce temps,
des organisations internationales commençaient à s'inquiéter. L'Organisation mondiale de la santé signalait que le recul de la vaccination aux États-Unis pouvait avoir un impact mondial. Le pays, autrefois modèle en matière de recherche et de prévention, risquait de devenir un foyer de propagation de maladies évitables. Les archives liées à Jeffrey Epstein revenaient au centre de l'actualité américaine. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulaient sur une possible manipulation des documents rendus publics par le département de la justice. L'affaire prit une nouvelle ampleur quand James O'Keefe, journaliste d'investigation controversé, annonça qu'il avait rencontré un haut responsable du ministère. Selon ces révélations, certaines parties des dossiers avaient été volontairement rédigées de manière sélective pour protéger des personnalités influentes. La presse s'empara immédiatement du sujet. Des chaînes nationales consacrèrent de longues émissions aux incohérences repérées dans les documents. Des noms importants manquaient, des passages entiers semblaient avoir été édulcorés, et des preuves potentielles restaient introuvables. Les critiques accusaient le gouvernement de vouloir étouffer une partie de la vérité. Cette perception fragilisait encore davantage la confiance du public dans les institutions fédérales. Parallèlement, un autre événement fit scandale. Ghislaine Maxwell, associée de longue date d'Epstein et condamnée pour trafic sexuel, fut transférée dans une prison de sécurité réduite. Officiellement, cette décision visait à garantir de meilleures conditions de détention et à réduire les risques pour sa santé. Mais pour l'opinion publique, cela ressemblait à un traitement de faveur. Des familles de victimes dénoncèrent une insulte à la mémoire des jeunes femmes exploitées. La polémique s'intensifia quand le vice-chef du département de la justice déclara devant des journalistes que certaines preuves avaient pu être écartées pour des raisons de sécurité nationale. Cette phrase ambiguë provoqua un choc. Comment une affaire de trafic sexuel pouvait-elle relever de la sécurité nationale? Des experts juridiques y virent une tentative de justifier des dissimulations embarrassantes. Dans les rues, des manifestations éclatèrent devant plusieurs tribunaux fédéraux. Les protestataires exigeaient une transparence totale sur les archives Epstein. Ils brandissaient des pancartes appelant à révéler tous les noms impliqués, qu'ils soient politiques, économiques ou diplomatiques. Les slogans dénonçaient l'idée d'une justice à deux vitesses, où les puissants seraient protégés alors que les victimes continuaient de souffrir. Les médias internationaux observaient la situation avec une attention croissante. En Europe et en Amérique latine, des journaux rappelaient que l'affaire Epstein avait des ramifications au-delà des frontières américaines. Des personnalités étrangères avaient fréquenté ces cercles privés, et la question devenait mondiale. L'image des États-Unis en tant que défenseur de la justice en pâtissait gravement. À la Maison-Blanche, Trump se montrait évasif. Lorsqu'on lui demandait son avis, il répétait qu'il ne connaissait pas bien Epstein et que l'affaire appartenait à la justice. Mais ces réponses courtes et répétitives ne suffisaient pas à calmer les critiques. Les opposants politiques l'accusaient de fermer les yeux, voire de bénéficier indirectement des dissimulations. Dans les coulisses du Congrès, des parlementaires des deux partis envisageaient de créer une commission spéciale pour enquêter. L'idée rencontrait un soutien croissant, mais les résistances restaient fortes. Les partisans de Trump considéraient cette initiative comme une chasse aux sorcières destinée à nuire au président déjà affaibli sur d'autres fronts. Dans un climat politique tendu et marqué par la baisse de popularité, Donald Trump et son équipe redoublaient d'efforts pour lever des fonds. Les courriels envoyés à ses partisans se multipliaient, adoptant une stratégie singulière que les analystes appelaient le love bombing. Les messages débordaient de flatteries et de déclarations d'affection envers les électeurs les plus fidèles. Ils insistaient sur l'idée que chaque donateur représentait un héros indispensable à la survie de l'Amérique. Ces courriels n'étaient pas de simples appels aux dons. Ils contenaient des promesses de reconnaissance symboliques, parfois exagérées, qui transformaient les contributions financières en gestes d'honneur patriotique. Les partisans recevaient des messages leur annonçant qu'ils faisaient désormais partie d'un cercle privilégié appelé Trump Diamond Club. L'appartenance à ce club n'apportait pas de privilèges concrets mais nourrissait un sentiment d'appartenance exclusif, renforcé par des formulations emphatiques et répétées. Un autre produit phare de cette campagne de financement était la Trump Patriot Medal. Présentée comme une distinction prestigieuse, elle était offerte en échange de dons spécifiques. La médaille, ornée de l'image de Trump et de slogans patriotiques, était décrite comme un symbole d'engagement envers la nation.
Ses critiques dénonçaient une stratégie commerciale douteuse qui exploitait la ferveur des électeurs les plus vulnérables. Les comparaisons ne tardèrent pas à surgir. Plusieurs journalistes rappelaient la Medal of Freedom, la plus haute distinction civile aux États-Unis, remise à des personnalités reconnues comme Rudy Giuliani. Selon eux, l'initiative de Trump détournait l'esprit de cette tradition en transformant un symbole de mérite national en outil de marketing politique. Les débats s'enflammaient sur les plateaux télévisés, certains accusant le président d'avoir franchi une nouvelle limite entre politique et commerce personnel. L'efficacité de ces méthodes ne pouvait toutefois pas être ignorée. Les campagnes de levée de fonds généraient des millions de dollars en quelques semaines. Les donateurs, souvent issus de la classe moyenne et résidant dans des zones rurales, répondaient massivement aux sollicitations. Beaucoup expliquaient qu'ils voyaient dans leur contribution un acte de résistance contre les élites et les médias, perçus comme hostiles à Trump. Dans les coulisses, les conseillers du président se félicitaient de ces résultats. Ils considéraient que la communication émotionnelle surpassait de loin les appels rationnels. Les messages n'étaient pas construits autour de projets politiques concrets mais autour d'une rhétorique simple, centrée sur la loyauté et le combat contre des ennemis communs. Ce langage direct séduisait une base déjà convaincue, mais il éloignait davantage les électeurs modérés. Les démocrates dénonçaient une instrumentalisation dangereuse. Pour eux, ces tactiques réduisaient le débat démocratique à une transaction marchande où la loyauté politique se mesurait en dollars. Ils rappelaient que les grandes crises du pays, qu'il s'agisse de l'économie ou de la santé publique, nécessitaient des solutions réelles plutôt que des médailles en plastique. À mesure que les semaines avançaient, les critiques se faisaient plus virulentes. Des analystes soulignaient que Trump semblait davantage préoccupé par la consolidation de ses ressources financières que par la gestion des affaires de l'État. Ses opposants voyaient dans cette obsession la preuve d'un président détaché des réalités du peuple. L'image de Trump, déjà affaiblie par les polémiques diplomatiques et économiques, se chargeait ainsi d'une nouvelle controverse. Pour certains, il s'agissait d'une manœuvre habile pour galvaniser ses soutiens. Pour d'autres, c'était un signe alarmant d'un leadership qui confondait pouvoir politique et intérêt personnel. Les voyageurs américains découvraient avec stupeur que plusieurs protections dont ils bénéficiaient depuis des années venaient d'être supprimées. L'administration Trump annonçait la fin de la compensation obligatoire pour les passagers victimes de retard ou d'annulation de vol. Cette décision, justifiée par la volonté de réduire les contraintes réglementaires pesant sur les compagnies aériennes, provoqua un tollé immédiat. Dans les aéroports, les réactions étaient vives. Des passagers expliquaient qu'ils se sentaient abandonnés face aux géants du transport aérien. Sans obligation légale, les compagnies pouvaient désormais refuser tout remboursement ou compensation en cas de problème. Les associations de consommateurs dénonçaient une régression historique qui exposait les voyageurs à des abus. Pour beaucoup, il s'agissait d'un cadeau offert aux grandes entreprises au détriment des citoyens ordinaires. La décision s'inscrivait dans une série plus large de mesures visant à démanteler des politiques de protection instaurées sous l'ère Biden. Les règles garantissant une transparence sur les frais cachés, la clarté des tarifs et le droit de recours en cas de mauvaise gestion des bagages furent également affaiblis. Les critiques accusaient Trump de mener une politique systématique de dérégulation qui favorisait les profits privés au détriment de l'intérêt général. Les compagnies aériennes saluèrent ouvertement ces changements. Leurs représentants affirmaient que la suppression des compensations permettrait de réduire leurs coûts et d'améliorer la compétitivité. Pourtant, aucune baisse de prix significative ne fut observée. Au contraire, les billets continuaient de grimper, accentuant la frustration des voyageurs. Les analystes soulignaient que les économies réalisées par les compagnies ne bénéficiaient pas aux passagers mais uniquement aux actionnaires. Dans les médias, des témoignages se multipliaient. Une famille racontait avoir attendu 12 heures dans un aéroport sans recevoir ni repas ni hébergement. Un étudiant expliquait qu'il avait perdu l'intégralité de ses économies après l'annulation d'un vol international sans remboursement. Ces récits renforçaient l'idée que les citoyens ordinaires payaient le prix d'une politique conçue pour protéger les intérêts des entreprises. Au Congrès, l'opposition tenta de relancer un projet de loi pour rétablir les protections supprimées. Mais la majorité républicaine bloqua rapidement toute initiative. Les débats prenaient parfois une tournure houleuse.
Les démocrates accusaient Trump de trahir les Américains en favorisant les grandes compagnies, tandis que les républicains défendaient une vision de la liberté économique affranchie des contraintes fédérales. Dans l'opinion publique, le mécontentement grandissait. Des sondages révélaient que plus de la moitié des Américains considéraient que les droits des consommateurs s'étaient affaiblis depuis le début du mandat de Trump. Les réseaux sociaux se remplissaient de messages de voyageurs en colère partageant leurs expériences. Le hashtag passager abandonné devint viral, mettant en lumière des centaines de cas similaires. À la Maison-Blanche, Trump minimisait les critiques. Lors d'une conférence, il déclara que les compagnies devaient être libres de gérer leurs affaires comme elles l'entendaient. Il ajouta que les Américains préféraient moins de règles et plus de liberté, un message applaudi par une partie de son électorat fidèle mais rejeté par la majorité des passagers touchés. Cette controverse s'ajoutait à une série d'autres dossiers brûlants. Pour beaucoup, elle révélait un schéma récurrent. L'administration privilégiait les grandes entreprises, quitte à fragiliser la vie quotidienne des citoyens. La confiance des consommateurs s'érodait, et l'image de Trump continuait de se détériorer dans l'opinion. Alors que l'économie américaine traversait une période difficile, Donald Trump surprit le pays avec une annonce retentissante. Selon ses déclarations, son patrimoine personnel avait augmenté de 5 milliards de dollars grâce au lancement d'un jeton de crypto-monnaie à son nom. Présentée comme une innovation patriotique, cette initiative fut rapidement critiquée par les experts qui y voyaient un mélange dangereux entre affaires privées et fonctions présidentielles. Le projet avait été largement promu depuis la Maison-Blanche. Des événements officiels furent utilisés pour mettre en avant la crypto-monnaie, avec des bannières frappées du sceau présidentiel et des discours appelant les Américains à investir. Pour ses détracteurs, cette stratégie franchissait une ligne rouge. La présidence devenait un outil direct de promotion commerciale. Les spécialistes rappelaient que jamais un président en exercice n'avait exploité ainsi son rôle pour développer des affaires personnelles. La popularité du jeton monta rapidement au sein de la base électorale la plus fidèle de Trump. De nombreux partisans achetèrent des parts, convaincus de soutenir une cause patriotique. Mais les économistes soulignaient que le système ressemblait davantage à une opération spéculative qu'à un investissement sûr. Les variations extrêmes du marché de la crypto-monnaie faisaient planer le risque d'un effondrement brutal. Dans les rues, la contradiction devenait évidente. Tandis que le président affichait une nouvelle fortune colossale, des millions d'Américains luttaient pour payer leur loyer et remplir leur panier de courses. Les témoignages de familles contraintes de réduire leurs repas ou de renoncer à des soins médicaux contrastaient violemment avec l'opulence affichée à la Maison-Blanche. Les critiques affirmaient que Trump vivait dans une bulle déconnectée de la réalité quotidienne des citoyens. Les médias se saisirent du sujet avec vigueur. Des enquêtes révélèrent que plusieurs proches du président avaient eux aussi investi massivement dans ce jeton avant même son lancement officiel, profitant d'informations privilégiées. Cette pratique, proche du délit d'initié, souleva des soupçons d'illégalité. Des juristes rappelèrent que l'utilisation d'informations gouvernementales à des fins personnelles constituait une violation grave des principes éthiques. Au Congrès, les réactions étaient contrastées. Les démocrates dénonçaient une corruption flagrante et réclamaient une enquête immédiate. Certains républicains, gênés par l'ampleur du scandale, tentaient de minimiser les faits, affirmant qu'il s'agissait d'une simple innovation financière. Mais dans les coulisses, plusieurs parlementaires conservateurs exprimaient leur malaise face à une initiative qu'ils jugeaient risquée pour l'image du parti. Les investisseurs institutionnels observaient la situation avec inquiétude. La fusion entre politique et spéculation financière alimentait une instabilité supplémentaire sur les marchés. Des analystes craignaient que la confiance internationale dans l'économie américaine ne soit compromise si le président continuait à utiliser son pouvoir pour promouvoir ses intérêts privés. Les tensions économiques s'aggravaient encore avec la politique tarifaire imposée par Donald Trump. Présentées comme une arme pour protéger l'industrie américaine, ces mesures se transformaient rapidement en fardeau pour de nombreuses entreprises. Les coûts d'importation augmentaient, réduisant la compétitivité et provoquant des pertes financières inattendues. Les dirigeants du secteur agricole et industriel se retrouvaient parmi les plus touchés. L'un des cas les plus emblématiques concernait John Deere, le géant de la fabrication de machines agricoles. L'entreprise annonça publiquement qu'elle prévoyait d'importantes pertes liées aux tarifs sur l'acier et les composants étrangers.
Les responsables expliquaient que ces coûts supplémentaires ne pouvaient pas être intégralement répercutés sur les consommateurs, ce qui fragilisait directement leurs marges. Dans les zones rurales, où les tracteurs John Deere représentaient un outil indispensable, la colère montait contre des décisions perçues comme destructrices. De nombreuses petites et moyennes entreprises exprimaient la même inquiétude. Des fabricants de pièces automobiles, des producteurs alimentaires et des distributeurs se disaient écrasés par les nouvelles taxes. Pour eux, la promesse de protéger l'économie américaine sonnait creux. Les tarifs les privaient de ressources, ralentissaient leurs investissements et forçaient certains à licencier du personnel. Des témoignages de patrons locaux circulaient dans la presse régionale, décrivant une situation insoutenable qui mettait en péril des dizaines d'années de travail. L'impact se reflétait aussi dans les chiffres du déficit budgétaire. Malgré les affirmations de Trump selon lesquelles les tarifs apporteraient des milliards dans les caisses de l'État, les données officielles montraient une réalité inverse. Le déficit fiscal augmentait de manière inquiétante, alimenté par la baisse des échanges commerciaux et par les dépenses publiques en hausse. Les économistes rappelaient que les tarifs constituaient en pratique une taxe supplémentaire pour les consommateurs, réduisant leur pouvoir d'achat sans améliorer durablement la santé économique du pays. Les partenaires internationaux réagirent avec fermeté. Plusieurs pays européens, ainsi que le Canada et le Mexique, imposèrent leurs propres contre-mesures en taxant des produits américains emblématiques. Ces représailles touchaient directement des secteurs clés comme l'agriculture et l'aviation. Des producteurs de lait du Wisconsin et des viticulteurs de Californie rapportaient des pertes massives liées à la fermeture de marchés étrangers. La contestation politique s'intensifia. Les démocrates dénonçaient une stratégie incohérente qui isolait les États-Unis au lieu de renforcer leur position. Même au sein du camp républicain, certaines voix commençaient à s'élever. Des élus conservateurs soulignaient que les tarifs nuisaient à leurs électeurs, notamment dans les États agricoles qui constituaient pourtant des bastions du trumpisme. Les débats devinrent houleux au Congrès, reflétant la fracture croissante entre idéologie protectionniste et réalité économique. Dans la population, la lassitude s'installait. Des familles rurales expliquaient qu'elles voyaient leurs factures augmenter sans constater la moindre amélioration pour leurs revenus. Les petites entreprises locales organisaient des réunions publiques pour exprimer leur désespoir. Les témoignages circulaient sur les réseaux sociaux, parfois accompagnés de photos de fermes abandonnées ou de commerces fermés. Trump, fidèle à sa stratégie, refusait d'admettre un échec. Dans ses discours, il insistait sur l'idée que ces mesures finiraient par porter leurs fruits et que les difficultés actuelles n'étaient qu'un passage temporaire. Il accusait les médias de dramatiser et assurait que l'Amérique redevenait forte grâce à sa politique. Mais derrière cette rhétorique, la réalité quotidienne des citoyens montrait un pays où les tarifs étaient perçus non pas comme une protection mais comme une punition. Et vous les amis, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui arrive à Trump ? Ces nouvelles peuvent vraiment changer le cours de toute sa présidence. La situation devient de plus en plus compliquée et les prochains jours promettent d'être décisifs. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Vous pensez que ces nouvelles vont vraiment affecter son mandat ? Je veux savoir ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune nouveauté. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde.